Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour Marie-Cécile. bienvenue sur le plateau des Festars. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Jean-Baptiste. Alors, très mouillé pour le nom de famille. Ok, il est un peu pourri, mais ok. Hein, on fera les bagues plus tard dessus. Je suis designer dans la spécialité jeux vidéo, ce qui signifie que je suis game designer et level designer. Je travaille actuellement pour une école qui s'appelle Objectif 3D, dans laquelle je suis formateur du coup en tant que game designer et level designer. Avant ça, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Ubisoft, dans laquelle Un peu connu. Alors, il paraît que c'est connu. Hein. À Montpellier. Ouais, il paraît. C'est Ubisoft Montpellier, il paraît. Sur laquelle j'ai pu travailler sur Les Lapins Crétins, Rayman Origins, Rayman Legends ou encore Assassin's Creed Syndicate. Voilà. Donc ça, c'est mes petits plaisirs, on va dire. L'idée, c'est que les effets spéciaux pour le jeu vidéo, ils sont omniprésents. Ils sont en fait en perpétuel mouvement à l'écran parce que pour le design, on va dire, puisque c'est ma partie, c'est tout ce qu'on appellera les ciné-feedback. Pour utiliser un vocabulaire un peu précis, ça reste très compliqué pour une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est. Tout à fait, c'est mon cas. D'accord. Donc pour simplifier, c'est toutes les informations que le jeu vidéo va transmettre aux joueurs. C'est ce qu'on attend du joueur et ce que le joueur a réussi à faire ou pas. Donc on va avoir ce qu'on appelle des feedbacks de réussite ou d'échec, par exemple. Ouais. Si j'essaye de donner un exemple hyper concret, vous pilotez une voiture, vous êtes sur la route, dans un jeu vidéo, hein, on est d'accord. Hein. On n'est pas dans la vraie vie, Pas dans la avec vraie les vie, hein. les deux Ok. enfants derrière et le chien. Fais pas ça. Hein. Sur le côté de la route, on voit un panneau qui nous dit que la route va tourner à gauche. Ok, c'est un signe. Ouais. Donc là, pour le coup, il n'y a pas encore des effets spéciaux. Hein. Ok. Par contre, au moment où vous allez braquer votre voiture pour tourner à gauche, vous allez entendre les pneus crisser, vous allez entendre, vous allez sentir peut-être la manette vibrer, vous allez voir votre caméra qui check aussi un peu. Vous allez peut-être avoir des effets spéciaux de poussière au niveau des pneus. Vous allez peut-être avoir en fait des taches d'huile qui font que vos pneus vont laisser des traces sur la route. Tout ça, au moment où votre voiture finalement mord un petit peu la ligne et vous avez des broussailles qui volent dans les airs, ce sont les effets spéciaux pour le jeu vidéo. Voilà, et c'est ce qu'on appelle les ciné-feedback pour le design. D'accord. J'espère que c'est plus clair. Tout à fait. Je me vois bien avec voilà, dans la voiture. Dans la voiture Okay. Et dans les buissons. Voilà. Très bien. Et votre cursus pour en arriver là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu une passion pour les jeux vidéo? Vous êtes un gamer Ah oui, alors, passionné? je m'oriente vers une formation de programmation qui me semble à l'époque relativement en lien avec ce monde du jeu vidéo, mais ça semble relativement inaccessible. En tout cas, de l'extérieur, le monde du jeu, ça fait partie de qui sont ces gens? Il faut savoir que si on est dans les années 80, hein, dans les années 80-90, mais qui sont ces gens qui fabriquent des jeux? C'est un petit peu mystique. Donc, je m'oriente vers la programmation et plus particulièrement vers la robotique industrielle, puisque c'est ce qui me permettra d'être, ce que je trouve comme job. Et cette robotique industrielle va me permettre déjà de voyager à travers le monde, ça c'est plutôt sympathique, et surtout de piloter des robots dans des milieux hostiles. Alors que je dis ça, ça fait super classe, mais en fait c'est très basique. La robotique industrielle, juste pour développer un petit peu, qu'est-ce que c'est? Alors, la robotique industrielle, ce sont des machines qui possèdent ce qu'on appelle des moteurs qu'on pilote à l'aide des programmes. Et ces moteurs, on peut leur faire grosso modo des mouvements extrêmement précis. Et ces moteurs sont potentiellement immunisés à des environnements dangereux, comme la radioactivité, comme des bains d'acide ou des bains de soude. J'ai fait ce travail pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je ne me voyais pas programmer finalement pendant encore 40 ans. Je ne sentais pas. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un point sur ma vie. Grosso modo, je me suis dit, ce qui me plaît le plus dans ma vie, c'est devenir spationaute. J'ai fait, ça va être, à mon avis, difficile. Pilote de ligne, ça va être une nouvelle fois très compliqué. Ou la troisième option, c'était, en fait, vraiment, ce qui me passionne quand même, ça reste le jeu vidéo. Est-ce que je peux devenir une personne qui peut travailler pour le monde du jeu vidéo? Et là, je me suis renseigné et oui, c'est possible parce qu'en fait, l'année où je décide à partir dans le monde du jeu vidéo, il y a une section jeux vidéo qui s'ouvre à l'université de Montpellier, à la fac de lettres. Alors, fac de lettres, jeux vidéo, quelle corrélation, qu'est-ce que c'est? En fait, la fac de lettres, c'est l'étude des sciences humaines.
Et en fait, cette section, c'était l'étude des sciences humaines pour le jeu vidéo. Ça veut dire qu'on va parler de psychologie, de sociologie, d'ethnologie. En fait, donc toutes les sciences humaines qui tournent autour du jeu, les sciences du comportement, les communautés. Et ça va être mon premier contact avec le jeu vidéo finalement, qui va être une facette plus de l'ordre de la recherche que de l'applicatif, on va dire. Et suite à cette formation, je vais quand même décrocher un stage dans une petite société montpelliéraine qui fait du jeu vidéo sur internet, qui s'appelait Féeric, qui s'appelle encore, je crois qu'elle existe encore, Féeric. Et suite à ce travail chez Féeric, je vais, à force de ténacité, on va dire, entrer à Ubisoft Montpellier, après avoir convaincu mon recruteur que j'adorais le jeu de rôle, que je lui ai présenté des cartes de jeu de rôle et il m'a dit très bien, on fera de toi un level designer. Et du coup, voilà, je suis rentré en tant que level designer à Ubisoft Montpellier comme ça. Sur les lapins crétins, la grosse aventure. Je trouve que le titre était parfaitement bien trouvé, parce que pour le coup, ça a été une grosse aventure. Bon, alors vous l'avez évoqué, mais effectivement, vous avez fait d'autres gros titres comme Assassin's Creed, Oui. où là, quand vous avez une marque comme celle-ci, comment ça se passe? Votre métier concrètement, c'est vous avez un storyboard, vous avez une marque. Comment vous faites pour que finalement, pour que ça cadre avec ce qui vous est demandé en fait? Alors effectivement, c'est une bonne question, c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce que pour les gens extérieurs, souvent le métier de game designer, level designer ou artiste, programmeur, en tout cas toutes les personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, parfois on a des clichés du style ouais mais ces gens ils jouent beaucoup. Alors c'est vrai, on joue beaucoup, mais le mot jouer n'est pas juste en fait. C'est-à-dire qu'en fait on travaille sur des jeux. Je sais. Oui, c'est comme le community manager, il va sur Facebook par plaisir, il travaille sur voilà, Facebook. C'est exactement pareil. Bon, donc du coup on travaille sur les jeux, mais... donc effectivement voilà, on visionne, on joue à tous ces jeux, on étudie le storyboard, donc le scénario global, l'ensemble de oui, toutes comme les... sur un film finalement. Exactement, en fait on va vraiment avoir un travail de fourmi sur tout ce qui s'est passé avant. Et on va recevoir, quand on arrive à Ubisoft, sur la partie sur laquelle j'étais, c'était le mission design, c'est-à-dire la création de missions à l'intérieur du jeu, de quêtes que vous allez devoir accomplir dans le jeu. Et ces quêtes, elles sont proposées à la fois par un scénariste qui écrit la quête et en même temps un designer qui traduit la quête sous forme de design. D'accord. Donc on a une sorte de trame narrative, on va la traduire nous sous format design en plus. Et on va l'intégrer, l'appliquer aux jeux vidéo par l'intermédiaire de programmes, on va aller chercher des entités dans des bibliothèques, on va les insérer. Exemple typique, hein, vous créez une situation où à l'intérieur votre assassin doit esquiver des ennemis. Votre travail de base, c'est déjà d'aller chercher les ennemis dans une bibliothèque et de les insérer dans le programme pour qu'ils soient présents. Puis ensuite, vous allez leur donner des comportements à ces ennemis. Ouais. Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils ont des patrouilles? Donc le travail, en fait, c'est vraiment, on reçoit une perspective design sur voilà ce que ça devrait être la mission et une écriture scénarisée qui explique ce qui est censé s'y passer. Et il faut réussir à coller aux deux visions tout en incluant notre propre créativité au cœur du jeu. On vous demande une créativité. À tout niveau, il y a de la créativité. Alors effectivement, si on s'arrête à ça, on peut très bien dire ouais, mais à ce moment-là, il n'y a pas de créativité parce qu'on vient prendre un guide et on l'insère un peu bêtement, on va dire, dans l'ordinateur. Il y a des blancs dans l'histoire. Il y a des endroits où on a l'espace de créer. D'accord. On vous laisse aussi, on vous laisse quand même cette partie créative. Oui, ok. Exactement. Et donc c'est là où on arrive à faire émerger des missions basiques, d'une mission basique peut-être à faire émerger une mission, ce qu'on appellera, alors, le mot classique dans le jargon, c'est mémorable. D'accord. Oui. C'est ce qui permet d'une personne lambda, si jamais elle était amenée à parler de ce jeu, elle dirait ah je me souviens de cette mission. Voilà. Si jamais cette personne elle dit ça, c'est qu'on a bien fait notre job. Dernier mot, conférence. Oui, parce que je parle beaucoup, je sais. Non, parce que c'est de ma faute la conférence que vous allez animer. Oui. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire, à nous dévoiler avant de passer devant les élèves? Ah là, le spoil juste avant quoi. Alors la conférence cet après-midi, c'est sur la réalité virtuelle. D'accord, la réalité virtuelle. Vous connaissez? Un peu, forcément, parce qu'il faut. Oui, parce que une partie du travail de design, c'est s'intéresser aux nouvelles technologies, et notamment appliquées aux jeux vidéo. La VR, il y a plein de trucs à faire au niveau des jeux vidéo. On en verra du coup cet après-midi qu'est-ce que c'est. Nous n'en dirons pas plus. Voilà, on n'en dira pas plus. Du coup, voilà, la réalité virtuelle, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est? Donc ça va s'adresser à des personnes qui ne savent pas ce qu'est la réalité virtuelle. Quels sont les domaines appliqués à l'heure actuelle pour la réalité virtuelle? Donc ça permettra un petit peu de lever le voile sur qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on appelle aujourd'hui la VR. Ouais. Et ensuite, je vais essayer
à ma petite mesure, d'extrapoler sur qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 50 ans avec cet outil qui est la réalité virtuelle d'aujourd'hui. Bon là, ce qui s'annonce potentiellement cet après-midi, 15h30, 15h30, ce samedi, aujourd'hui, au Gaumont, de Montpellier, de Montpellier, pendant le festival Efesta. Pendant le festival Efesta. Super. Et ben merci pour tout Jean-Baptiste. Merci beaucoup Marie-Cécile. Merci aux étudiants. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.